Chapitre 9. Le conseil. Summa Scienta. C'était l'inscription qui se trouvait sur le plus grand édifice de la ville, celui qu'on appelait la tour. C'était le lieu de rencontre des élites de la ville et même du pays. Rencontre qui tournait autour d'une seule et même chose, le conseil de la loge. La grande hall était en grand mouvement, scénario normal pour un jeudi au sein de ce lieu. Les déplacements étaient exécutés au millimètre près, se dirigeant tous vers une pièce en particulier, la chambre haute. Connais-tu l'ordre du jour ? Demanda un jeune homme vêtu d'une grande robe blanche, scellé dans l'armoirie du conseil. C'est une session extraordinaire de ce que je sais. Un nouveau prototype a été retrouvé par le médecin Olympio. Alors, le board du conseil devra décider des mesures à prendre, répondit son confrère. Ils entrèrent finalement dans la grande salle, ouvrant l'accès sur une grande table ronde, pouvant accueillir une vingtaine de personnes, dont les 4 chemins convergeaient vers 2 grandes tribunes, pouvant accueillir le reste des participants. 58 au total. En face d'eux, l'on pouvait observer la grande ampoule lumineuse, fermée d'un cercle, symbole ultime du conseil de la loge. Hâtez-vous, le board du conseil sera présent dans 10 minutes. Intervint une femme, vêtue de la même robe blanche, différenciée par une broderie or autour du cou. Bien, médecin Irakos, répondit une des assistantes, se courbant légèrement. La femme de l'ordre des médecins supérieurs resta inerte à l'entrée, observant les alliés et venus du personnel, dans le désir ardent de respecter le temps. Tous se donnaient avec énergie et avant que l'aiguille ne se pose sur la dernière minute du temps imparti, tout était prêt. L'on pouvait maintenant assister à l'entrée des différents médecins de toutes les villes et même des représentants de certains pays, offrant une ribambelle de vêtements blancs et or, avant qu'un jeune homme fasse son entrée. Chers confrères, le bord du conseil. Ils se levèrent tous, accueillant les 20 lumières de la table ronde. Ils s'installèrent selon leur rang, avant que celui que l'on pouvait qualifier de secrétaire n'entame le premier sujet, le bilan mensuel. Je dirais que ce mois n'a pas été des plus fructueux, entama le docteur Vold, comme l'indiquait sa robe. Les lucidums se font rares, mais c'est aussi peut-être à cause de notre dernière propagande. Oui, notre propagande a été un véritable succès dans la sous-région. Le vaccin a été accepté par la population et à la vérification dans les 3 jours suivants, nous avons pu constater la régression de la gène L. Mais cela est-il suffisant ? Interrogea le vice-président du bord, prenant intérieurement note des dires de ses confrères. Non. Nous faisons face à un nouveau problème, les élections. Si Aldos n'est pas élu, nous pouvons dire adieu à notre sceau et les médicaments ne pourront plus être injectés, déclara un autre médecin. Je pense que nous pouvons pallier encore un peu à ce problème avec les ordonnances données en cabinet. Ce mois, la goltifinile a porté énormément de fruits dans ma région, touchant majoritairement les enfants, qui sont nos principales cibles.
stérilisant la graine en eux, afin qu'aucune de leurs gènes divines ne s'éveille, expliqua l'un des médecins de la première tribune. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Propager le virus a amené la population à chercher notre aide. Alors, le vaccin a été facilement accepté dans le Nord, renchérit un autre. Les effets secondaires ont permis une multiplication de la prise du ténifol, fait à base de goltifinil. Alors, je pense que nous pouvons user de cette carte encore un peu, conclut-il. Je suis bien heureux de voir que nous avançons à certains niveaux. Seulement, nous avons des nouvelles assez troublantes à vous annoncer. Je vais laisser la parole à notre frère, le médecin Olympio, annonça l'une des têtes du bord. L'homme se leva de son siège, venant se poser devant le grand écran qui apparut devant eux. Télécommande en main, le quatrième médecin du bord du conseil commença son monologue. Nous consacrons nos vies afin d'éliminer toute trace de conscience divine en l'homme, afin d'établir en eux le règne de la science suprême, le règne de l'ombre, dit-il, marquant une pause. Depuis la nuit des temps, nous nous levons et trouvons des moyens pour éliminer la gène L, gène possédant la particule de la graine qui forme la véritable conscience de l'humain. Mais nos avancées se voient réduites au néant, car il y a quelques jours, des semaines même, j'ai eu à faire l'immense découverte de quelque chose d'extraordinaire, dit-il, montant à l'écran une représentation évoluée d'une particule. Qu'est-ce que c'est? Se permit de demander un médecin. Ceci est un ADN que j'ai pu recueillir grâce à un test que j'ai eu à faire. Impossible, s'exclama l'un des médecins les plus âgés du conseil. Malheureusement pour nous, ceci est possible. Et je suis encore plus malheureux, car nous ne pouvons avoir accès au prototype. Jamais cela n'avait été vu. Et je peux vous assurer que plus j'étudie ce cas, plus je suis inquiet. Il est totalement différent de tout ce que nous avons eu. Il semblerait que ce garçon, car je sais que c'est un mâle, ait réussi à détruire sa semence naturelle humaine et à laisser place à tout son organisme divin. Ce qui veut dire que s'il advient qu'il s'éveille, ce monde connaîtra quelque chose d'extraordinaire et le conseil aura échoué après tant d'années de travail, coupa le chef du bord du conseil d'un ton neutre. Cette prise de parole éveilla plusieurs murmures dans la salle, allant de l'offusquement à la crainte. Cela ne peut être. Le conseil ne peut être dissous, s'exprima un. Nous sommes dans de grandes avancées pour asseoir parfaitement l'ordre de l'ombre. Nous devons faire quelque chose. Intervint un autre. As-tu une quelconque information sur l'identité du prototype? Demanda le médecin Irakos à son vieil ami. Nous avons pu localiser le père qui a été à l'origine du test ADN. Et j'espère que cela nous mènera à notre cible, dit-il, présentant une nouvelle page à l'écran, affichant l'image du père de famille. Je vous présente Monsieur Litos Léos, père de notre sujet. Et pendant que tous les autres médecins prenaient note de la situation et des informations données, le médecin Irakos ne put se mouvoir.
surprise par l'image qu'elle venait de voir. La femme se replongea dans ses souvenirs, se rappelant du rendez-vous qu'elle avait eu avec cette famille. Elle avait reçu des patients en grand nombre, mais très peu pouvaient se prétendre à la lumière qu'elle avait vue sur ce petit garçon. N'ayant pas revu les parents comme convenu, elle n'avait pas pu suivre ce cas de plus près, se forçant à le porter à l'oubli. Et maintenant, l'univers les ramena à elle. Mithéas Léos, souffla-t-elle. Qu'est-ce que vous dites, docteur Irakos? Questionna le docteur Vold. Notre cible est Mithéas Léos. Combien en veux-tu? Demanda la femme, offrant un grand sourire à son premier client de la journée. Pour 30 odes, s'il vous plaît, fit le jeune homme, vérifiant la liste que sa mère lui avait remise. Elle le servit alors, ne manquant pas de rendre la monnaie, avant de finalement se rasseoir. Avec un grand sourire, le jeune homme rangea son achat aux côtés de ses précédents, commençant son périple vers sa maison. Nous étions au jour de marché dans la grande ville, et en ce jour, Mithéas avait bien voulu rendre ce service à sa mère, chose qui surprit la femme. Ce fut alors avec empressement qu'elle lui remit la liste des éléments à acheter, étant restée pour finir les autres préparations. Car ce soir était un grand soir. Son père revenait enfin à la maison. Fredonnant une petite mélodie qui n'avait pas quitté son esprit depuis quelques jours maintenant, Mithéas arriva enfin à la grande place, attendant le véhicule qui le mènerait à sa maison, quand il sentit une petite tape dans le dos. Une petite bouille se présenta à lui de toute son innocence, lui tendant une fiche colorée. Le jeune homme s'empressa de la prendre avant de furtivement lire dessus. Méditation orientée. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres avant qu'il ne fourre la feuille dans sa poche. « Je suis rentré !» fit Mithéas, passant le seuil de la porte. « Déjà ? J'espère que tu as eu tout ce que je t'ai demandé, » demanda la mère inquiète. « J'ai tout eu, maman, » dit-il en posant les articles sur la table de la cuisine. « Je monte dans ma chambre, je suis épuisé. » Après une toute petite marche, se moqua Dérès. Mithéas ne lui répondit qu'avec un rire, avant de finalement monter en chambre. Il enleva sa veste, s'apprêtant à retirer son vêtement, quand un petit objet tomba au sol. Il regarda la forme au sol, surpris, se demandant depuis quand l'avait-il, quand le souvenir de l'enfant qui s'était approché de lui vint. La brochure sur la méditation orientée. Il la prit alors et alla dans son lit. Voir de quoi cela parlait ne lui ferait sûrement pas de mal. Alors, il déplia la fiche, commençant la petite lecture. Notre être est formé de plusieurs consciences, celle que nous vivons maintenant et toutes les autres qui ne demandent qu'à refaire surface. Seulement, parmi elles, nous avons notre principale source et nous voulons vous aider à la retrouver. Énonçait la fiche. On aurait dit le prince Rakia, pensa Mithéas avec un petit sourire, avant de continuer. Alors soufflez, inspirez
Expirez. Que votre regard et votre pensée ne soient que sur ces lignes, ces paroles. Videz votre esprit. Appelle en toi cet être, cette conscience perdue que tu dois retrouver. Inspire, expire. Ferme les yeux. Et sans s'en être rendu compte, Mithéas avait suivi toutes les instructions de la feuille, fermant lentement les yeux. Le jeune homme se retrouva dans un espace vide et sombre, ne possédant aucune matière, quand tout à coup, une lumière apparut, lui présentant une scène de vie, sa vie. Il pouvait voir Mithéas, un autre Mithéas, qui avait une vie, une famille qui semblait l'aimer. Il pouvait voir le sourire sur les lèvres de celui-ci, quand il était en face de sa mère, l'éclat de son regard quand il admirait son père. Mais ce sourire et cette lueur se fanèrent au fil du temps. Il exécutait les mêmes mouvements de la vie, se réveiller, prendre soin de son corps, manger, partir à l'école, être avec sa famille. Cependant, tandis que tout semblait montrer une petite vie calme et tranquille, en regardant son cœur, Mithéas pouvait y voir un grand vide, une terre sèche, une graine morte. Son cœur s'attrista, car en lui-même, il voyait une réplique parfaite de lui. Mais il ne se reconnaissait pas en cette image. Mithéas ne sentait pas son être respirer la vie à travers ce cycle qui lui était présenté. Était-ce réellement sa conscience originelle? Était-ce là la véritable raison de son existence, sa véritable conscience? Et pendant que ces questions montaient en lui, une seconde lumière étincelante apparut, et celle-ci semblait similaire à la précédente. Elle ne tarda pas à montrer sa particularité. Ce Mithéas était différent. Enfin, s'il pouvait même encore l'appeler Mithéas, tant il semblait différent. Sa corpulence était gracieuse, son vêtement lumineux, sa face se montrait fine et ses traits harmonieux. On ne pouvait dire s'il s'agissait véritablement de Mithéas Léos, mais en regardant dans les prunelles couleur neige de cet être, Mithéas s'y voyait. Il admirait son vêtement qui descendait vers une terre, offrant par il ne savait quel moyen des flocons de neige qui, au toucher, remplissaient l'humain d'une joie innocente, vraie. Était-ce sa vocation? Était-ce tout ce qu'il faisait? Mithéas savait en lui-même que non. Seulement, ce simple geste, ce simple mouvement de corps apportait à son être tant de joie qu'il trouvait même naturel qu'il fasse cela. En son intérieur, il avait choisi. Il ne savait si cette méditation était quelque chose de réel, mais s'il devait faire un choix. Il savait en lui-même lequel prendre. Alors, que choisis-tu? Sonna une grande voix. Et sans aucune hésitation, Mithéas porta sa voix, déliant ses lèvres pour dire « La deuxième lumière ». « La deuxième lumière ». La deuxième lumière. 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 La deuxi
libérant une onde dans l'atmosphère. Mithéas ouvrit immédiatement les yeux, faisant face à une grande lumière qui fit son chemin vers lui. Et si elle avait été immense au départ, ne pouvant même définir son origine, Mithéas, au bout d'un instant, admira la boule en velours qui vint se poser sur sa tête. Il ne bougea pas, laissant la lumière transmettre à son être entier l'information qu'elle était venue lui donner. Et quand cela fut achevé, il s'assoupit. En bas, Déarès se dirigeait vers la porte d'entrée de la maison, car la sonnerie avait retenti plus tôt. Vérifiant une dernière fois sa tenue, elle posa sa main sur la poignée de la porte avant de la tourner. « Bonsoir », déclara l'homme, présentant un bouquet de fleurs rouges. « Bonsoir », répondit Déarès. « Merci, elles sont magnifiques. Entre. » Le couple passa l'entrée, allant se poser dans le salon. Un petit silence gênant s'installa entre eux deux, avant que Lithos ne prenne la parole. « Tu t'es vraiment donné du mal. Il le fallait bien. Tu es de retour à la maison, » dit la femme avec un petit sourire. « Je comprends. Merci à toi. » Et encore une fois, le silence s'installa comme entre deux nouveaux amoureux qui étaient à le premier rendez-vous. « Tu, firent-ils ensemble, provoquant de petits rires. « À toi, dit Lithos. »« Non, tu peux y aller, je t'écoute. » Ce n'était rien de vraiment bien grand. Je voulais juste savoir où se trouvait Mithéas. Dans sa chambre. Il est revenu de la grande place il y a quelques heures, répondit Déarès. Laisse-moi aller le chercher, je reviens. La femme se leva du sofa, prenant la direction de la chambre de son fils. Une fois quelque peu éloignée, elle laissa libre cours à sa joie, souriant de plus belle, quand une petite idée traversa son esprit. Elle fit alors demi-tour, retournant à la pièce à vivre. « Veux-tu venir avec moi ? Je pense que cela lui ferait une belle surprise, même s'il s'attend déjà à toi, » proposa-t-elle. « Avec plaisir. » Sans se faire prier, Lithos se leva, accompagnant sa femme, le sourire aux lèvres. Le couple traversa la pièce, puis le couloir, avant d'arriver à la chambre de leur fils. Déarès laissa son époux ouvrir la porte et franchir le pas, espérant que sa petite idée porte ses fruits, revoir leur famille réunie. Mithéas, appela le père entrant dans la chambre. Mithéas, insista Lithos, ne recevant aucune réponse. Toujours sans retour de la part de leur fils, Déarès activa l'interrupteur de la chambre, les plongeant dans la lumière. Mais, oh mon Dieu, Mithéas!